Bonsoir à tous et bienvenue dans Comic Afrique, l'émission qui met en avant le talent et le parcours de nos humoristes et nos créateurs de contenu. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Zaef. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Écoutez, merci pour l'invitation. C'est moi qui suis honoré, merci. C'est un très joli prénom, hein, Zaef. Ça vient d'où? Zaef, à la base, ça vient de... C'est une longue histoire parce qu'à la base, moi j'aimais une musique d'un rappeur qui s'appelle Sefiu, je ne sais pas si vous connaissez. Ouais, dans une de ses chansons Molotov 4, il répète cette phrase Zaef a trop de seuf. Et comme moi j'aimais beaucoup cette musique, il y a une petite fille qui m'a donné le surnom parce que j'écoutais tout le temps et elle m'appelait par son nom. Et quand j'ai commencé le stand-up, c'est... Ah, c'est là. Et est-ce que c'est un personnage ou c'est vraiment le Zaef, il y a un peu de toi aussi ou voilà, c'est une sorte de carapace un peu? C'est devenu un personnage maintenant parce que je me suis rendu compte quand je suis arrivé en France que Zaef voulait dire en arabe énervé. Ah voilà, pas énervé. Du tout ce qu'on voit là. C'est exactement ce qu'on me dit. Les gens disent que je ne suis pas énervé dans mon attitude, mais par contre dans mes textes, je peux être très énervé. On va voir ça, on va voir que tu n'as pas peur de dire les choses. En même temps, j'ai rien à perdre dans les 10 ans, donc voilà, c'est pourquoi je l'ai dit. Et du coup, le Zaef est devenu un personnage que j'utilise sur scène. Et qu'en est-il un peu de tes origines? Parce qu'on ne sait pas trop. Justement, tu es arrivé en France, mais tu es passé par beaucoup d'étapes. Hein. On ne sait pas, là, Burkina Faso, Gabon, Côte d'Ivoire. Enfin, est-ce que tu t'identifies? Justement, moi, je n'aime pas me donner une nationalité, étant donné que voilà, ce sont d'ailleurs des noms qui nous ont été donnés par ceux qui nous ont colonisés depuis très longtemps et qui ont fait des choses qui ne sont pas cool. Donc, je n'aime pas vraiment m'attribuer. En même temps, il faut se définir d'un lieu. Mais moi, je n'aime pas. Donc, quand on me demande qui je suis, que c'est quoi ta nationalité, je préfère parler plutôt de ma personnalité. Parce que si ma personnalité est intéressante, tu voudras que je sois de ta nationalité. Donc moi, je dis tout simplement, je suis africain, je suis panafricain, et normalement, ça doit suffire. Ça doit suffire, on note, on prend. Ouais. Voilà. Mais en même temps, c'est vrai que je suis parti enfin, j'ai fait la Côte d'Ivoire, j'ai fait le Mali, j'ai fait le Burkina, ces pays avec lesquels j'ai des liens. J'ai été au Gabon. D'ailleurs, le Gabon qui a fait de moi celui que je suis, par mon art. Donc, justement, c'est aussi une question à laquelle je ne peux pas répondre. C'est quoi ta nationalité? Est-ce qu'on parle à l'homme ou à l'artiste? Parce que l'artiste a été forgé par les Gabonais et l'homme a été forgé par plusieurs nations que je viens de citer. Il y a plusieurs bouts de nations. Et d'ailleurs, comme tu as dit, tu as eu un bonbon en soi parcours au niveau du Gabon. Enfin, c'est le parcours qui t'a le plus touché parce que tu as été chauffeur de taxi. Oui, j'ai été chauffeur de taxi d'abord en Côte d'Ivoire et ensuite au Gabon. Et beaucoup plus. Mais justement, on se demande pourquoi tu as migré donc, de la Côte d'Ivoire au Gabon. Est-ce que c'est parce qu'au niveau des guerres qui a eu lieu ou vraiment parce qu'on sait qu'en soi, l'immigration, on dit beaucoup plus souvent qu'on a besoin de venir en Occident, mais d'abord, les immigrations se font en Afrique. Ouais. Donc là, est-ce que c'était pour avoir beaucoup plus une quête assez professionnelle ou éviter des guerres? Peux-tu nous en parler un peu plus? Bon, déjà, il faut savoir que moi, mon placenta a été enterré en Côte d'Ivoire. Donc, voilà, c'est pourquoi. Donc, une façon de dire, je suis parti de là et fin 2006-2007, j'ai quitté la Côte d'Ivoire justement parce qu'il y a une crise politique qui a duré 10 ans en Côte d'Ivoire. Et pendant cette période-là, ça n'allait pas dans le pays. Et il y a plein de jeunes qui sont partis, d'autres pour éviter de se faire enrôler, d'autres pour plein de raisons économiques, sécuritaires et tout. Et donc, moi, mon père m'a incité à partir en ce moment-là, de quitter le pays parce que moi, je suis né à Bobo, donc ce n'était pas une commune où les choses étaient faciles. Donc voilà, mon père m'a demandé de partir parce qu'il savait que j'étais un peu têtu et qu'il pouvait m'arriver certaines choses. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai parti. Ouais, souvent, on envoie les enfants, quand ils sont têtus, on les envoie un peu chez les parents, c'est ça? Enfin, chez les grands-parents. Les grands-parents, voilà. Très loin de tout ce qui est, on va dire, civilisation. C'est-à-dire, moi j'ai eu ça. D'ailleurs, quand j'ai eu 11 ans, j'ai été transféré très très loin, au nord du Burkina Faso, entre le Mali et le Burkina, à la frontière là. Ils sont allés me jeter là-bas à 11 ans et c'est à 19 ans que
j'ai dû prendre l'argent de ma scolarité pour payer le transport pour retourner en Côte d'Ivoire. Donc le soir, on me cherchait au Burkina. Moi, j'étais déjà en Côte d'Ivoire. Et qu'en est-il du taxi? Moi, j'ai envie de savoir, est-ce que c'est là un peu qu'est venu l'humour? Est-ce que tu faisais rire d'ailleurs tes clients pour commencer? Ouais, moi, oui, je faisais rire mes clients, mais en fait, c'est parti de... Déjà, j'avais le rire naturel parce que c'est venu de deux personnes dans ma famille. Malheureusement, un qui est aujourd'hui, il a été tué par les terroristes. Bon. Siaibou, à qui je rends hommage par cette émission Siaibou, qui était très très drôle dans la famille. Et donc quand il y avait des réunifications dans la famille, il était très drôle, il faisait rire tout le monde. Et moi, depuis tout petit, je voulais le ressembler. Parce que les gens aimaient quand il arrivait, il inventait des histoires, mais gros comme... Ah, c'était trop. Et aussi la deuxième femme de mon père, parce que mon père, il est polygame, pour des raisons que lui seul connaît. Et elle aussi, elle était très drôle. Et je voulais aussi être comme elle. Donc, ces deux personnes m'ont vraiment forgé depuis l'enfance. Et voilà, donc je faisais rire les gens même avant que je ne commence à faire le taxi. Et quand j'ai commencé le taxi, justement, je faisais rire mes potes dans un premier temps. Et par la suite, un jour, il y a un client qui est monté dans mon taxi. Là, j'étais déjà au Gabon. Et j'ai vu que ce client-là en question, il était malheureux. Je le voyais à travers le rétroviseur central. Il était assis derrière, vu qu'il n'était pas content, il était triste et tout. Et je me suis dit, bon, Zaef, les blagues que tu viens de faire à tes amis, fais-les. Voilà, et j'ai fait à ce mec-là, j'ai fait des blagues, et il a rigolé. Parce que ça, en Afrique, on se parle même sans se connaître. Oui, ouais, c'est pas comme ici où... Voilà, ici, il faut écrire un mail à quelqu'un pour savoir si tu peux lui dire bonjour. Et là, du coup, il a rigolé. Je me suis dit, tiens, Zaef, à partir d'aujourd'hui, si un client monte dans ton taxi et qui n'est pas d'humeur, je te donne pour mission de lui faire rire jusqu'à la destination. Avant. Et là, donc, les clients ont commencé à kiffer et tout, aimer. Et là, ils ont... petit à petit, ce sont les clients même qui m'ont motivé à monter sur la scène. Ils me parlaient d'une scène qui existait, qui s'appelait Éclat de rire. Éclat de rire, c'était une émission qui était tenue par Omar Tefounzou, le plus grand humoriste gabonais, voire moi je dirais le plus grand humoriste de l'Afrique parce que c'est mon maître. Et à cette émission qui était, voilà, qui est aussi, c'est le dérivé, c'était inspiré sur une émission ici en France qui s'appelait On en demande qu'un rit. Ah oui. Qui passait sur France 2, je ne sais pas si j'ai le droit de citer. Oh, il n'y a pas, oui. France 2. Ouais. Et voilà, donc les clients m'ont dit d'aller le faire. Donc un jour, je suis tombé sur une cliente, une très grande artiste, qui m'a donné le contact d'Omar Tefounzou. Ah ouais. Oui. Ah, la chance fait bien les choses. Oui, exactement. Et je suis allé le voir en croyant que j'étais très drôle, très motivé. J'arrive, il me dit, OK, c'est toi, oui, tu veux faire du stand-up? Je dis oui, OK, d'accord. Vas-y, monte sur la scène. Je suis monté sur la scène. J'ai fait des blagues, il ne rigolait pas. J'ai fait toutes les blagues, il ne rigolait pas. Après, je me suis dit, attends, pourquoi il ne rigole pas? Il ne comprend pas français ou quoi, tu vois? Aïe, aïe, aïe. Et tout le monde a dit que j'étais drôle, mes clients m'ont dit que j'étais drôle, mes amis ont dit que j'étais drôle, il n'y a pas de raison. Et là, j'ai fini, il me dit, tu as fini? J'ai dit oui. Il me dit, viens t'asseoir. Je viens, je m'assois à côté de lui, il me dit, écoute, ce que tu viens de faire là, c'est pas mal, mais ça c'est du passé. Si tu veux faire de un métier, il va falloir que tu apprennes. Tu apprennes plutôt. Est-ce que tu es prêt à apprendre? Je dis, moi j'adore les défis. Je dis oui. Je dis oui, je vais apprendre. Et voilà, j'ai appris avec lui pendant 2 ans. Vraiment tort alors. Oui, pendant 2 ans. Il y a lui et aussi Patrick Chafféry, parce qu'il faut que je le cite, parce que c'est un gars qui a beaucoup apporté dans ma formation. Donc Omar Tefounzou, Patrick Chafféry du Gabon, donc tous des Gabonais. Et voilà, j'ai appris pendant 2 ans et après ça, je suis monté sur la scène. Et l'histoire a commencé comme ça et voilà. Et dès lors ton arrivée en France en 2016, hein, donc ouais. Ça fait un peu plus de 7 ans là, par là 8 ans. 8 ans, ouais, on arrive. Qu'en est-il là de se faire confronter par le public français? Ça s'est passé comment déjà? Bon, il faut savoir que oui, ça c'est une histoire que au début je ne voulais pas raconter, mais bon, maintenant je vais la raconter, parce que les gens connaissent mieux ma vie que moi. Enfin, à la base, moi je suis parti de la Côte d'Ivoire parce qu'il y avait une crise et je me suis retrouvé au Gabon où j'ai passé presque 10 ans, presque 9 mois, quelques mois, donc 10 ans, on va arrondir. Et du Gabon, je pars aussi à cause de la crise qui était en 2016. Ah oui, ça s'est enchaîné les crises. Voilà, pour venir en France. Et à la base, j'étais censé rester 2 mois, 2 semaines.
Ah oui, ah bah. Donc je crois que je n'ai pas encore atteint les 2 semaines. Ça fait 8 ans que j'attends les 2 semaines. Et, sauf que les choses ne se sont pas arrangées derrière moi, les choses se sont empirées. Mon visa s'est expiré, la personne avec qui je suis venu m'a abandonné, donc je me suis retrouvé vraiment dans la merde. Ouais, on t'appelait même le sans-papier aussi, hein. Ouais, on m'appelait, en fait, le sans-papier. Je ne m'appelais pas d'abord le sans-papier. Ah. Lorsque j'ai été abandonné par cette personne qui m'a envoyé, je me suis démerdé, j'ai trouvé un endroit où j'allais me loger, enfin, où j'allais, ouais. où je logeais et tout. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que ce jeune chez qui j'étais logé, il avait fait bon, on dit le malheur des autres fait le bonheur des autres. Ah. Lui aussi, il était sans papier, c'est un jeune Camerounais. Rony, à qui je dis énormément merci. Et il a fait un accident, alors qu'il était sans papier. Du coup, il était recherché par la gendarmerie. Du coup, il a quitté Nantes et il m'a laissé sa maison et la bouffe. Moi, j'avais la maison, mais je n'avais pas de bouffe. Alors que lui venait de charger le frigo, il m'a dit, je te connais à peine, mais je te fais confiance. Voilà. Il m'a donné sa maison. Je suis resté dans la maison, j'avais la bouffe et tout, sauf que je ne faisais rien. Donc, il m'a filé ses contacts. Travailler sur les chantiers, nettoyer les bâtiments et tout. Et c'était au black, bien sûr. Sauf que j'ai fait 2 mois, j'ai travaillé sur le foie et tout. Pendant 2 mois, je n'ai pas été payé. Et voilà. Et un jour, je reçois l'appel d'un ami qui me dit, Zaef, alors le stand-up. Je dis, quel stand-up? Il dit, mais le stand-up, est-ce que tu as croisé des humoristes et tout? Je dis, écoute, gars, ici, ça va être dur en France. Je suis sans papier, sans emploi, sans domicile fixe. Le stand-up, c'est pas possible pour moi. Ici, j'ai vu les humoristes sont trop forts. Et là, il me sort cette phrase qui allait changer les choses. Il me dit, écoute, Zaef, tu vas pas me dire que le meilleur de chez nous ne peut pas être le dernier de la France. Essaye et sois le dernier, mais essaye quand même, sinon tu tues tout espoir chez nous. Parce que nous, l'élite de l'humour francophone, c'était la France. Donc on rêvait d'atteindre le sommet de la France. Et si moi, disait que j'étais le meilleur, ne peut même pas être le dernier ici, vraiment je tuais l'espoir. C'est là, quand il m'a dit ça, j'ai eu la chair de poule, j'ai dit, ben, il a raison en fait. Si c'est juste pour être le dernier, c'est facile. Donc, et un jour, je marchais dans les rues de Nantes, je tombe sur une affiche d'un humoriste qui s'appelle Edgar Yves, qui était le seul humoriste noir de la ville de Nantes. Et quand je vois ça, je dis, tiens, le destin me guide, c'est un truc là, un bon truc. Un bon truc. Et du coup, j'ai dû faire nounou pour avoir 10 balles pour aller voir le spectacle d'Edgar Yves. Et à la fin, je lui ai dit, voilà, moi, je viens du bled et j'aimerais faire du stand-up. Et il m'a dit, tu es prêt? J'ai dit, non, pas encore. Et ce soir-là, je lui ai beaucoup fait rigoler. Et il était cool, très cool pour un mec qu'on ne se connaissait jamais. C'est la première fois qu'on se voit. Très cool, il m'a filé son numéro. Il dit, quand tu es prêt, tu m'appelles. Top. Et quand je suis rentré pendant 2 mois, j'étais en train d'écrire 5 minutes pendant 2 mois. On va en revenir au niveau de l'écriture, comment tu as eu cette inspiration, parce que là, ton style, il est assez humour noir, hein, de parler un peu de ta vie, même des sans-papiers. C'est très touchy, hein, c'est à la limite. Hein. Oui, pourquoi en fait, ça c'est la base du stand-up. Le stand-up, c'est de parler de mes aventures. C'est ce qui fait rire, pas des aventures, tu vois. Parce que si ma vie était vraiment intéressante, je n'allais pas être invité sur ce plateau c'est parce qu'il est un peu atypique que je suis invité à le raconter. Et donc, le stand-up, quand il t'arrive quelque chose on va dire, de désagréable, c'est vraiment une matière à exploiter. Il faut en rire. Voilà, il faut en rire. C'est la meilleure façon de te venger de ce qui t'est arrivé. Donc moi, c'est ça. Donc, pour la petite histoire du nom sans papier, pour revenir rapidement à ça, quand j'ai commencé le stand-up, justement, la première fois que j'ai dû tester mes blagues, parce que après les 2 mois... Ce moment-là, là. Voilà. Oui. Après les 2 mois, quand j'ai écrit les blagues, il fallait que je les teste avant d'aller devant un public. Et il y a eu un artiste ivoirien qui était venu à Nantes, il s'appelle Bongolova, un artiste zouglou. Et avec mon ami, j'ai dit, on va aller à cette soirée. C'est lui qui a tout payé d'ailleurs, parce que moi, je n'avais pas les moyens. Et on va à cette soirée, et je vais négocier avec les organisateurs pour pouvoir jouer, pour pouvoir tester mes blagues. Mais moi, mon objectif, c'était le public blanc. Ah ben oui. Parce que je viens d'Afrique, j'ai joué devant les Noirs, j'ai confiance en mes blagues. Maintenant, il faut jouer devant les Blancs pour voir ce que ça donne. Et comme je savais qu'à cette soirée africaine, il y aura des amis des Africains blancs qui allaient venir, j'ai dit j'allais jouer. Et si les Blancs de cette soirée rigolent, ça veut dire que je peux faire rire tous les autres Blancs. Ah ben là,
Je te propose qu'on regarde justement un extrait où tu as tourné, donc tu as fait ton sketch devant ce public blanc. Okay. On en regarde un petit extrait. Ouais, apparemment, je suis le seul ce soir qui suis... Désolé, on ne m'avait pas dit que c'était une soirée déguisée. Voilà, sinon je me serais mis en blanc comme vous. Ouais, c'est possible, Michael Jackson l'a fait. Il est passé d'un beau mec noir à une milf blanche. Le connard. Vous allez bien? Oui. Bon, écoutez, avec moi, on va essayer d'aller très vite parce que j'ai pas assez de temps. Ouais. Après, j'ai des choses à livrer. Bon, avant que je ne m'acquitte de ma tâche de troubadour, pour laquelle vous êtes présents ici ce soir, permettez-moi tout d'abord de vous dire merci beaucoup d'avoir fait le déplacement pour nous, parce que moi, j'ai pas l'habitude que les gens se déplacent pour moi. Enfin, à part la police et les huissiers. Donc, pour ça, vraiment, merci beaucoup d'être venu. Ça me fait vraiment plaisir. Est-ce que tu comprends maintenant un peu les rouages du public? Oui, là, je comprends maintenant. Au début, c'était très difficile parce que voilà, ce qui se dit en Afrique ne se dit pas forcément ici, où ce n'est pas entendu de la même façon. Notamment, le plus dur, c'est surtout au niveau des hommes et des femmes, parce qu'en Afrique, il y a une bonne guerre entre l'homme et la femme, donc tu peux te permettre de dire certaines choses et ce n'est pas considéré comme de la misogynie, mais ici, il faut faire vraiment attention. Quoique les gens ils pensent qu'ici, on a la liberté d'expression, mais ici, bon, je pense qu'en Afrique, on a plus de liberté d'expression qu'ici en France, parce qu'ici, il faut faire attention. En Afrique, il ne faut juste pas parler du président, de sa famille, de son chien, et puis tout va bien, voilà. Et pourquoi avoir choisi justement cet humour noir de parler des sans-papiers? Est-ce que ça fait partie aussi de ta vie personnelle, enfin des anecdotes que tu mets en place? Oui, pourquoi je parle de sans-papiers? Parce que j'ai été frustré, comme je le disais, à cette soirée-là. J'ai dû insister pour jouer. J'ai insisté. Et tu n'as pas eu peur justement de te faire attraper, hein, parce que comment tu travaillais par rapport à ça? En fait, je n'ai pas peur et je le dis partout et fort. Il y a un proverbe que j'aime dire dans toutes les interviews que je fais, que chez nous, il y a un proverbe qui dit quand tu sais que tu vas passer la nuit avec un voleur, pour mieux dormir, il faut lui confier tes affaires avant de dormir. Comme ça, au réveil, tu dis juste, donne-moi mes affaires. Ne prends pas la peine de cacher tes affaires, parce que si tu te réveilles et que tu ne les trouves plus, tu ne peux pas l'accuser, tu n'as pas vu. Donc le mieux, c'est de le confier. Donc moi, c'est ce que j'ai fait avec la France. J'ai dit à la France, écoutez, je suis là, je suis chez vous, et voici la condition dans laquelle je suis chez vous. On l'a vu aussi par rapport à Mamadou Gassama, que tu en parles beaucoup. Donc on voit qu'il n'y a pas forcément que le personnel. Là, ça nous a tous touchés de voir Mamadou sauver un bébé. Donc ça a été très... Toi aussi, tu l'as vu comment quand tu as vu ça? Crois-moi, je l'ai beaucoup vu, hein, parce que les gens m'ont tagué, les gens m'ont appelé de partout, les gens m'ont fait des blagues. Et justement, Mamadou Gassama, je l'ai croisé à une soirée. Je l'ai croisé à une soirée et tout le monde voulait qu'on se croise. Mais vraiment, les gens étaient des deux côtés. Il faut que vous croisez et tout. Je l'ai croisé à une soirée, ça s'est très bien passé, un gars très cool. Et ça même si inspiré, hein? Ça m'a beaucoup inspiré. Même si dans des blagues, je le traite de connard parce que il a gâché la vie des sans-papiers. Voilà. Le lendemain, on était tous dehors comme ça, on cherchait des enfants, tu vois. Voilà. Donc moi, quand j'ai le nom de sans-papiers, je l'ai porté justement parce qu'à cette soirée, j'ai été frustré. Les gens avec qui j'avais fait connaissance, qui ont grave kiffé ma prestation et tout, le lendemain, je les appelais. Ça s'est passé bien. 2-3 jours après, quand ils ont découvert que je n'avais pas de papiers, ils ne répondaient plus à mes appels. Ah là là, ouais. Et c'est la communauté, hein. Ça, il faut qu'on le dise. Parce qu'on a tendance si on veut changer les choses, il faut le dire clairement. Voilà, c'est la communauté, ce n'est pas les Blancs, c'est les Noirs qui m'ont fait. Et du coup, c'est mon ami qui m'a dit plus tard que... J'ai dit, mais je ne comprends pas quand je parle à nos frères, quand je drague les meufs africaines, parce que j'avais peur des meufs blanches. Pourquoi elle me ghost, elle ne me parle plus tout. Il me dit, qu'est-ce que tu lui as dit? Donc je discute. Je dis, je lui ai dit, je n'ai pas de papier. Il me dit, non, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire que tu n'as pas de papier. Il dit, bon, c'est à cause de ça. Mais écoute, tu sais quoi? Je vais même porter le nom pour monter sur la scène, pour montrer qu'on passe de l'informel au formel, et que personne n'est venu en France avec les papiers. On les a tous acquis ici. Et que moi, je n'ai pas besoin d'eux. En fait, j'ai juste besoin de leur chaleur et s'ils ne peuvent pas me la donner, c'est pas grave. J'aurai peu d'amis, mais j'aurai les meilleurs amis. J'ai porté le nom sans papier, je suis monté sur la scène et crois-moi, j'ai fait des choses que les gens qui ont les papiers n'ont pas fait. Exactement. On propose de voir un extrait où tu parles de la faim. On va voir ça.
Et moi, ça fait 7 ans. 7 ans que je suis en France. Et à chaque fois que je me retrouve à jouer devant vous, c'est-à-dire devant des petits Français, voilà, je suis fier de moi. Ouais, je suis fier du grand service que j'ai rendu à vos parents dans le passé pour que vous soyez grands comme ça. Je sais que vous avez oublié, mais je vais vous le rappeler, d'accord? Je vais prendre madame. Madame, est-ce que vous vous souvenez quand tu étais toute petite et que ta mère te disait ceci? Écoute mon petit bout de chou, s'il te plaît, finis ton assiette, pense aux petits Africains qui ont faim. Ben, ce petit Africain, c'est moi. Aujourd'hui, j'ai grandi. Sauf que vu le métier que j'ai choisi, rien n'a changé, j'ai toujours fait. Aujourd'hui, tu as grandi. Tu Ouais. as fait le Jamel Comedy Club, plein de, justement, de scènes aussi très prisées dans l'humour. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté, ces expériences-là? Écoute, j'avoue, je sais aller au-delà de mes expériences. Hein. Ah. Voilà, j'ai fait le Jamel Comedy qui était, pour moi, c'était le barème. Ah là, c'était le barème. Voilà, je l'ai dépassé. J'ai fait le Casino de Paris, j'ai fait le Cycle d'hiver, j'ai fait plein d'autres scènes vraiment grandioses. J'ai gagné aussi des trophées à différents festivals au niveau de la France. Et voilà. Donc, franchement, je ne pouvais pas espérer mieux. Mais bon, tu connais la nature de l'homme, tu lui donnes la main, il veut le bras. Donc, je me suis dit, je peux encore pousser plus loin. Et comme ça pourrait inspirer les gens qui sont dans mon état, c'est-à-dire les gens qu'on pense qu'ils ne peuvent pas faire certaines choses sans papier. On peut tout faire sans papier. Le papier ne définit pas une personne. Et aujourd'hui, est-ce que tu as une équipe derrière toi, tu es soutenu? J'ai des amis. Voilà, j'ai des amis qui m'aident comme ils peuvent, mais officiellement, je n'ai pas une équipe où les papiers sont signés. Voilà. Ouais. Mais j'ai une équipe, j'ai des amis quand j'ai besoin d'un coup de main. Et même au niveau de l'écriture, je veux dire, des professeurs, est-ce que tu as eu déjà besoin même de faire appel à eux? Non, au contraire, au niveau de l'écriture, c'est moi qui donne des cours. Là, je donne des cours même dans une école qu'un ami a créée, une école du stand-up. Donc, c'est moi qui donne des cours. Mais on a souvent besoin des avis des autres sur une blague, sur une histoire. Et notamment, ça, je le fais avec un ami à moi qui s'appelle Wita, qui est humoriste aussi, et une autre qui s'appelle, comment elle s'appelle, Émilie Simonet. Donc, voilà, ce sont les deux amis que j'appelle souvent quand j'ai besoin d'aide. Et là, en tant que professeur, quel conseil un peu tu donnerais aux jeunes qui aimeraient se lancer dans le stand-up? Ah ouais, c'est pas que dans le stand-up, mais dans tout ce qu'on fait, c'est vraiment la première chose, c'est d'avoir la volonté. Avoir la volonté et se dire que c'est pas facile, ça va pas être facile. Heureusement d'ailleurs que c'est pas facile, parce que si c'est facile, tout le monde allait le faire. Donc c'est aussi apprendre, savoir que l'humour, c'est pas... Parce que je vois, il y a plein qui pensent que certes, c'est quelque chose avec lequel on est, c'est inné parfois, mais... Ouais, comme toi, quand tu es venu, tu disais, je suis drôle, j'y vais. Et au final, voilà. Faut travailler ça. Exactement, exactement. Surtout parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir appris l'humour avec une personne qui fait que j'avais les techniques d'écriture qui ont fait que j'ai pu m'adapter en France. Donc à ces jeunes-là, je dirais, apprenez. Voilà, apprenez, si vous voulez faire de l'humour, apprenez et lâchez pas parce que c'est un métier qui n'est pas du tout facile. Et c'est un métier justement qui n'est pas du tout facile, on ne se rend pas forcément compte. Est-ce que là, aujourd'hui, on peut dire que tu as accompli ou il y a d'autres projets à venir? Non, je ne suis pas encore accompli. J'ai un rêve, c'est celui de faire l'Olympia. C'est que c'est trop grand. Faut rêver grand. C'est ça. Ouais, étant donné que c'est gratuit, pourquoi pas. Donc, mon rêve, c'est de faire l'Olympia. En même temps, c'est le rêve de tous les humoristes, tous les stand-uppers, c'est de faire l'Olympia. Donc, je place ce barème-là et ensuite, je verrai. Mais pour le moment, c'est vraiment... pour finir mon spectacle comme il le faut. Ah, en beauté. Voilà, mon spectacle qui s'appelle Poétiquement Correct. C'est ça. Que je suis en train de, peaufiner, voilà, roder, ajuster pour que ça parle vraiment à tout le monde, voilà, qu'il soit bien solide. Oui, parce que là, donc, tu es depuis sur Poétiquement Correct. Est-ce que tu ne te vois pas, pourquoi pas, un retour aux sources sur le continent et pouvoir jouer là-bas? C'est ma finalité. La finalité. Ma finalité, mon rêve, c'est vraiment retourner en Afrique, apporter la connaissance que j'ai eue, jouer, créer même une école et aussi créer un festival. Voilà, parce qu'il y a une personne en Afrique, il y a un humoriste en Afrique qu'on a oublié et je trouve que c'est injuste. On ne les met pas assez en avant. Exactement, il y a un humoriste, je ne sais pas si tu connais, pour moi, c'est le meilleur humoriste de tous les temps africain. Non, c'est pas Go, il est décédé. Il s'appelle Jean-Michel Cancan. Ah, oh! Comment ne pas... Non, mais... Voilà.
Donc moi, voilà, si jamais je réussis à rentrer en Afrique avec que tout va bien, avec les moyens qu'il faut et tout, j'aimerais créer un festival qui va porter son nom pour lui rendre hommage et pour qu'il ne meure jamais, parce que je trouve que c'est injuste qu'on puisse oublier ce grand homme. Eh bien, on prend un hommage. On arrive bientôt vers la fin de l'émission. Okay. Et qui dit fin d'émission dit coup de projecteur. Okay. Et justement, toi, tu as choisi Yann Koko. On écoute. Présenté. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Yann Koko, je viens du Gabon, j'ai 14 ans. Et puis dans la... Attendez, qu'est-ce qui vous dérange? C'est mon âge ou bien ma profession? Non, mais attendez. Non, moi j'ai fait un constat ici en Afrique. 99,% d'Africains ont déjà rectifié leur âge. Non, si vous voulez, on peut vérifier. Hein. Vous voulez qu'on vérifie? Bonsoir, monsieur. Excusez-moi, pardon. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? S'il vous plaît, vous avez quel âge? Tu as oublié? C'est pas grave. Voici vous comment j'aime les blancs, ils sont directs. Bonsoir, monsieur. J'imagine c'est monsieur de la Rose ou bien monsieur de la Rose. S'il vous plaît, vous avez quel âge? 50 ans. Ça, c'est l'âge de l'école, l'âge de la maison. Ah, parce que c'est qu'en Afrique, là, c'est comme les vêtements. Tu as les vêtements des maisons, les vêtements de sortie. L'âge aussi, c'est la même chose. Tu as l'âge de la maison qui te permet de garder ton droit de naissance et l'âge de l'école qui te permet d'obtenir les diplômes. Pourquoi il t'inspire? Non, Yann Koko, il m'inspire parce qu'en fait, c'est ma promotion. Avec Yann Koko, on était dans la même école chez Omar Defunzo. Et on a vu l'évolution de l'un et de l'autre. Et je me suis dit, je ne pourrais pas... Ne pas passer à côté. Voilà, s'il faut mettre quelqu'un en lumière, c'est bien lui, pour deux raisons. Parce que je le trouve très drôle. Et la deuxième raison, c'est que c'est un Gabonais. Et je me dois de renvoyer l'ascenseur aux Gabonais qui ont fait que je suis celui que je suis aujourd'hui. Ah, merci beaucoup. Je ne sais pas si je peux finir avec cette phrase. J'ai dit aux Gabonais que même si le Gabon ne m'a pas donné sa nationalité, le Gabon m'a donné ma personnalité. Aujourd'hui, j'assume mes responsabilités. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était un plaisir, Zaef. Moi aussi, c'était un plaisir. J'ai bien aimé votre cadre et merci beaucoup. On se retrouve très prochainement. Là, en ce moment, est-ce que tu as des spectacles? Non, mon spectacle, il arrive. Donc, le mieux, ce serait de me suivre sur mes réseaux sociaux. On va te suivre. Et voilà, et vous saurez où je joue et quand. Super. On se retrouve très prochainement pour nous sur Global Africa Télé Sud pour de prochaines Comic Afrique.